On a la chance d'avoir avec nous donc Fred Langlois. Fred, bonjour. Bonjour l'élu des plumes, bonjour tout le monde. Fred, donc toi tu es auteur de jeux, notamment de Farandole ou de Cannes le combat. C'est ça. On va parler après. Oui, merci. À côté de toi, pour participer à ce débat, il y a Tom Vuarchex. Bonjour. Bonjour. Tom, toi aussi tu es auteur de jeux et illustrateur. On a Oui. parlé de toi, nous, dans l'émission, notamment pour l'illustration de Mafia des Cuba récemment. Absolument. Avec nous, Fred Henry. Bonjour. Bonjour. Donc Fred Henry, dont on a parlé nous dans l'émission parce que auteur de Timeline, auteur des Bâtisseurs, et là on va voir bientôt, sous peu, on va en parler aussi, auteur de Conan. Et pour participer à ce débat, on a aussi Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc Pierre, toi tu es gérant d'une boutique qui s'appelle le Remue-Ménage. Ta boutique se trouve où ? À Quimper. À Quimper. Et donc le débat là ce soir, c'est l'édition par le financement participatif. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas s'il y en a encore ici, mais l'édition, donc le financement participatif, c'est un financement qu'on peut faire sur Internet au sein de divers sites en fait, sous lesquels on va adhérer à un projet, à une idée, et les gens vont donner une somme qui va correspondre à différents paliers pour permettre à quelqu'un d'atteindre son objectif. Est-ce que c'est ça, résumé brièvement? Vous êtes d'accord avec la définition? Ouais. Oui. Oui. Non, c'est important de parler parce que sinon il n'y aura pas vraiment de débat. Ouais. Donc, Alors juste un truc partiellement, ouais. Enfin, Vas-y. sur la notion de participatif, parce qu'il y a tellement, enfin, en fonction des projets, par exemple, en gros, sur un projet comme Conan, je pense qu'on est plus dans une dimension précommande que participatif. En fait, le problème, c'est qu'en crowdfunding, on l'a traduit en France par participatif, alors qu'en fait, c'est un financement par la foule, c'est-à-dire par plein d'apports multiples. Mais c'est pas exactement la même chose, parce que dans le participatif, il y a quand même une notion qui est une notion de don, et don contre don, alors que là... Enfin, moi, pour ma propre expérience, je veux dire, on avait déjà des fonds à la base, beaucoup de fonds, et donc on était plus dans la précommande que dans le caractère altruiste de ce qu'on peut entendre par démarche, participatif. ouais, en fait. d'accord. Donc c'est pour ça que, de toute façon, on va le voir, il y a beaucoup de types, la typologie des projets, il y a vraiment un éventail très large. Et voilà, il n'y a pas d'unité en fait derrière ce qu'on appelle financement participatif, parce que moi, j'ai du mal avec la traduction de crowdfunding, parce que je trouve que la traduction française de crowdfunding ne fonctionne pas, parce qu'elle vient en fait initialement. Après, on dit oui, Conan par exemple a tué l'idée du participatif. Mais oui, si on entend, si on entend le participatif. Si on entend crowdfunding comme participatif. Sauf que le crowdfunding, il ne faut pas oublier que c'est aussi, par exemple, c'est un moyen. Les plus gros flux crowdfunding aujourd'hui, c'est pas dans le jeu, c'est dans la banque. Donc voilà, crowdfunding, c'est un terme. C'est pas. Voilà, je trouve que le terme participatif est extrêmement réducteur. Et du coup, font que les gens comme moi sont des méchants. Alors que c'est pas si simple que ça. Non, mais du coup, tu as bien fait d'apporter la précision. Donc on va essayer d'en tenir compte sur le débat. Vas-y Fred. J'aime beaucoup le funding Funding. au pruneau. Et donc on va voir si le financement participatif, si finalement c'est une si bonne idée, si ça marche pour l'auteur, si ça marche pour l'éditeur, si ça marche pour le client. Est-ce qu'on peut parler de client, si ça marche pour les boutiques, voilà. Déjà, est-ce que tout le monde, vous qui avez participé à ça, est-ce que tout le monde peut gérer un financement participatif ? Est-ce qu'il y a des démarches à faire ? Quelles sont les premières démarches à faire pour gérer ça ? Est-ce que c'est ouvert à tout public ? C'est difficile de répondre. Moi, initialement, j'aurais dit oui. En fait, quand je vois le retard qu'on a sur Conan, faut le dire, je dirais que non, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Déjà, il a fallu ouvrir. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais nous, on a dû ouvrir une société aux États-Unis. Donc, Monolith, c'est pas une société française, parce qu'il nous fallait à tout prix une société américaine. Donc, ça veut dire aussi faire rentrer un Américain dans le capital, etc., etc. Enfin, trouver des relais, trouver des réseaux, trouver des locaux. Donc, on est hébergé par des founders, par exemple. Enfin, c'est tout un montage. Derrière Monolith, ça a été notamment... il a fallu qu'on s'équipe fortement, demander beaucoup d'aide à Asmodée, donc faire rentrer aussi
des gens de chez Asmodée dans notre capitale pour pouvoir ensuite avoir accès à Asmodée US et via Asmodée US à FFG. Enfin, c'était tout un... C'est très très compliqué en termes de... Enfin, ça a été compliqué en termes de montage et ensuite c'est très compliqué pour nous en termes de fabrication, etc. Parce que, dans mon cadre, on est sur des très gros projets qui sont en fait qui ne peuvent être faits que par des professionnels et nous on n'est pas assez pro déjà, d'où le retard et on en est on a doublé notre effectif parce qu'on est obligé d'embaucher des gens parce que pour gérer ça, enfin pour faire on face peut pas faire nous tout seuls de notre côté ce qu'on voulait faire et ce qu'on pensait être faisable. Est-ce que c'est parce que le projet Conan a explosé, on va dire, sur la participation justement en précommande ou c'est-à-dire est-ce qu'il a fallu faire évoluer le projet beaucoup plus loin finalement que ce qu'il était prévu au départ? Alors oui, nous au départ on était sur c'est comme des gros montants, on était sur 700 000 et là on a été largement au-delà et du coup ça a créé, il y a le système, notamment le système des stretch goals qui crée, on a beaucoup, aujourd'hui par exemple sur Conan, on fabrique 60% de la fabrication, c'est du stretch goal, donc c'est de la gratuité d'une certaine façon pour le pledger. Mais cette gratuité pour nous elle a un coût par contre. Donc en fait là où, et c'est pour ça que ça va être intéressant, mais il faut se rendre compte que même sur un projet justement qui a été vraiment un moment très très gros, le taux de marge à la fin pour la boîte, on parle de 10 à 12% maximum. Donc on est sur des taux de marge inférieurs à ce qui se fait dans le canal classique. On n'est pas du tout, les gens s'imaginent qu'on s'en met plein les poches. Alors la somme totale est importante, mais là on parle de même plus à 12%, on parle de 600-700 000 euros dollars à la fin avec Asmodée plus de 6 millions de chiffre d'affaires. Là, on est en train de tomber et plus on prend du retard, le retard on le paye nous-mêmes, donc plus on paye nous-mêmes, on est très très loin. Un projet classique, dans l'édition classique, on parle de 20 à 25% de taux de marge. Là, on est, et plus le temps passe, plus ça shrink, on est vraiment tout petit. Le problème aussi, c'est que c'est vrai que ça inverse complètement ce qui est traditionnel. C'est-à-dire que d'habitude, un jeu qui marche, d'abord le jeu de base sort, il marche, et donc il y a des extensions qui sortent, mais tout ça se fait de manière assez lente. Et alors que là, c'est hyper violent en fait, parce que finalement, ils se retrouvent avec à devoir produire énormément de choses, une gamme entière, l'intégralité d'une gamme, avec plein de chances de se planter sur plein de niveaux. Enfin, je veux dire, vu la rapidité à laquelle ils étaient censés produire le jeu, bah forcément, je veux dire, quand on crée une gamme, ça met du temps. On fait un jeu, on voit, il y a les retours, après il y a les extensions qui sortent, il y a une espèce de naturel. Le temps se déroule de manière naturelle et du coup c'est assez que là on brusque tout et voilà, là c'est vraiment tout arrive d'un coup, donc en fait c'est pas forcément un cadeau de succès de Conan, parce que du coup ça devient un projet monstre qui forcément peut déraper, beaucoup plus de chances de déraper qu'un projet qui se fait plus simple ou de manière plus accessible, voilà, avec une linéarité temporelle qui est plus longue, quoi. Par exemple, un truc tout bête, il faut voir qu'au final, entre le moment où on a commencé nous à mettre des fonds et le moment où finalement on arrive à livrer, il va s'être passé 3 ans. Et donc faut voir aussi qu'il faudrait diviser quelque part ce chiffre d'affaires sur 3 ans et que ça devient d'un coup beaucoup moins intéressant que prévu initialement. C'est pas c'est pas un truc qui tombe d'un coup et qui remplit les caisses. Derrière, on a dû comme on doit embaucher des gens, on a quand même une masse salariale qui est devenue importante parce que pour une micro-société, on est 4 actionnaires et 2 salariés. 2 salariés, alors je suis extrêmement heureux que ce soit là, mais c'était pas prévu initialement et on n'avait pas du tout comptabilisé ces coûts-là. Et on essaye de plutôt bien payer les gens, donc ça crée aussi des charges sociales. Bien sûr. Et donc à la fin, 2 salariés sur 2 ans, 3 ans d'exploitation, chargés, etc. Ça mange terriblement dans les bénéfices, donc c'est beaucoup moins idéal qu'on ne l'imagine. Et après, moi je suis très très content du truc, mais c'est pas aussi simple que tout le monde le pense. Toi, Fred Langlois, on va préciser parce qu'il y a 2 Fred. T'as pas eu les mêmes soucis de démarche au moment où tu as lancé ton financement? Je l'ai lancé avec la philosophie de participer, philosophie d'essayer de fédérer les gens autour d'un projet. Comme le disait Tom tout à fait
Clairement, un jeu, ça se mûrit, ça se travaille, il faut prendre le temps, c'est très long. Les gens en boutique ont le plus beau rôle, acheter, jouer, mais la partie immergée de l'iceberg, elle est des fois incommensurable. Me concernant, j'ai choisi de revenir à un projet que je pouvais gérer seul, donc à un projet très simple de pré-vente. Voilà, je propose le jeu au prix où il le sera en boutique. J'ai été moi-même vendeur de jeux. Je n'avais nullement l'intention de créer une concurrence à des personnes dont c'est le savoir-faire de vendre des jeux. Je voulais simplement solliciter cette philosophie d'entraide pour m'aider à créer un jeu. Point. Et il est vrai que j'ai des déceptions. Il y a des gens qui me disent il n'y a pas de pins, il n'y a pas de t-shirt, il n'y a pas de casquette, il n'y a pas de calmar en 3D. Non, comme l'a expliqué Frédéric Henry, tout ça, ça se paye. Je ne peux pas assumer, déjà j'en assume beaucoup pour un petit nouvel éditeur, il était hors de question d'assumer toutes ces choses en plus qui ne servaient rien au jeu et qui allaient être payées au final par les joueurs eux-mêmes. Autant acheter le jeu tel qu'il est, vous en voulez plus, achetez plus de jeux. Mais Oui, mais ça sert à rien, tous les à côté. moi personnellement, c'était pas mon objectif. Et alors justement, quand on est auteur de jeu, à la base, on va dire, on a la casquette auteur, on a le cerveau pour créer le jeu. Et quand on passe dans le financement, justement, est-ce qu'on est obligé de faire face à des compétences particulières? Est-ce qu'on devient vendeur, on devient commercial, on devient des choses qu'on n'était pas forcément? Oui. Ah oui, complètement. Moi, j'ai encore des remarques au niveau chiffres, au niveau comptable. J'admets tout à fait que je peux faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Par contre, l'avantage dans un premier temps de se coiffer de toutes les casquettes, ça permet aussi d'être objectif sur toutes les facettes. Et c'est vrai que par exemple, pour parler une des premières boîtes en fait, qui a essayé en France de faire du participatif, qui s'appelait Witty Games, qui est arrivé dans le milieu du jeu, ils sont arrivés un peu comme des cow-boys. Et ils ont un peu fait tous les travers que peut avoir le participatif quand ils sont arrivés dans le milieu du jeu. C'est-à-dire transformer tous les gens potentiellement qui finançaient, qui prenaient une part dans les projets de jeu en agents commerciaux qui allaient, ils encourageaient énormément les gens à en parler à leur famille, à en parler à leurs copains, à en parler sur Internet, à en parler sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est une démarche totalement commerciale. C'est-à-dire comment transformer tout le monde en VRP du financement qu'on a fait sur un jeu. Et en fait, ça a fait... ça leur est revenu dans la tronche parce que les anticorps du monde du jeu ont fonctionné. Et donc, à un moment, tout le monde s'est dit, mais il faut qu'ils arrêtent parce que ça nous... Non, c'est pas logique. C'est pas logique, ça polluait complètement le monde ludique. ludique. Je vais étayer ce que dit Tom. Excuse-moi, Tom. Mais, nous, en tant que boutique, effectivement... l'époque de Witty Game, là, c'est une période que moi j'ai vraiment détestée. C'est-à-dire que quand les gens t'appellent pour te dire si le jeu est dans ton magasin et que c'est un pantin de Witty Games qui t'appelle, qui n'habite pas là, qui t'appelle juste pour te dire il faut que tu aies le jeu, mais en fait c'est cette démarche-là purement marketing, je la déteste. C'est amusant. Je te coupe parce que je connais 3 boutiques aussi qui se faisaient au moins une fois par semaine, c'est marrant à cette époque, démarcher par des faux clients pour dire oui vous avez le jeu, pourtant c'est vraiment très bien, quand est-ce qu'il sortira, etc. Plus personne fait ça aujourd'hui, c'est éculé complètement. Et le pire, Frédéric, c'est que tu pouvais leur dire ce que je te dis là en direct, tu pouvais leur dire non, nous on n'apprécie pas du tout. Les gars, ils revenaient à la charge tout le temps. Donc, c'est vrai que ce qui leur est arrivé, c'est pas... Moi, je pleure pas après. Je pleure pas. Oui, c'était du matraquage, en fait. Ils revenaient et ils voulaient à tout prix vous faire adhérer. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'était bien parce que finalement, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire dès le départ. Et comme ça a servi de modèle. Ça a servi d'anti-modèle à tout le monde. Je pense. Ça a aidé à poser un garde-fou peut-être ou pas encore suffisamment? Oui, c'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte des dérives qu'il pouvait y avoir parce dès qu'il y avait une dérive possible, c'est vrai ils allaient dedans. Et du coup, effectivement, ça a servi d'anti-modèle, mine de rien. Tu vois, ça a peut-être été bénéfique, tu vois, pour la suite aux gens qui ont suivi l'histoire. Qui ont par la suite voulu se faire la même chose. Ouais. Et tu vois, moi j'ai contacté Pierre il n'y a pas longtemps pour aller dans le sens des boutiques.
une petite promo, mais sur Ulule, il y a un pack pro. Parce que j'invite les boutiques, c'est vrai, à soutenir, mais j'envoie vers les boutiques des gens. Là, j'ai des demandes d'achat du jeu sur Quimper. Moi, il n'y a pas de souci, je vais contacter Pierre Remue-Ménage. S'il veut vous permettre d'aller chercher le jeu chez lui, c'est bien. Parce que ça met en valeur une boutique, ça met en valeur, comme j'ai dit, un savoir-faire. Mais en aucun cas, ton joueur doit être commercial. Enfin, faut pas abuser quand même. C'est pas évident de tout faire, de tout gérer, hein, mais Non, on doit faire face à ça aussi un petit peu. Enfin bon. Alors, tu sais, par rapport à ta démarche et puis celle de Frédéric, je pense que c'est pas les mêmes finalement. C'est assez différent. Et je citerai aussi la démarche de Guillaume Sandance qui est aussi sur le salon. Moi personnellement, j'ai participé un tout petit peu à l'aventure de Guillaume. Déjà en accueillant ces jeux, mais déjà au niveau du financement participatif aussi. Bon, évidemment, c'est pas la même chose parce que là, on parle de quelques dizaines de boîtes qui sont destinées à être écoulées sur un réseau très local en fait. Donc, en fait, c'est vrai que comme tu le disais, en fait, je pense Frédéric, et je comprends mieux maintenant après t'avoir entendu. On ne peut pas parler de la même chose. On peut pas, quand on parle de financement participatif, effectivement, je pense que faut le considérer peut-être plus comme quelque chose à faire au niveau local, quoi. Je pense que c'est En termes de précommande, disait Fred, c'est plus si tu veux, au lieu de donner un petit peu. La raison pour laquelle j'ai aidé Guillaume, c'est que moi, je l'ai eu en face de moi. Et puis c'était quelqu'un que je connaissais par avant, si tu veux. Donc et c'est comme ça en fait, son réseau, c'est ça en fait, c'est des copains, bon. Et du coup, faut lui demander à lui. J'extrapole forcément. Je suis pas Guillaume, donc je peux pas répondre vraiment à sa place, mais donc je pense que je l'ai fait naturellement, ça. Mais après la démarche de Conan, c'est ou celle de Zombicide avant. Enfin, c'est des démarches en fait. Que nous, boutique, en fait, on regarde d'un air un peu... comment dirais-je Il n'y a pas de souci, je le sais, il n'y a pas de souci. J'ai déjà eu beaucoup de cette discussion, je l'ai eu plein de fois. Un petit peu inquiet, quoi. Parce que ouais. c'est quand même des machines de guerre, tu l'as dit toi-même. Bon, en chiffre d'affaires, après, en bénéfice, tu disais, c'est pas forcément mirobolant, tout ça, mais en termes de business, c'est quand même énorme. Et c'est pas du business qui passe par nous. Je suis d'accord. Et alors, tu vois, je vais être très honnête, je partage pas du tout l'idée générale, enfin l'idée un peu angélique, qui est de dire le crowdfunding ne fait pas de mal aux boutiques. Je pense, et voilà, et je sais, et j'en participe. Le crowdfunding, je pense, oui, partiellement fait du mal aux boutiques, parce qu'évidemment, quand je vois la masse de chiffre d'affaires global que représente un site comme Kickstarter sur le jeu de plateau, sur le jeu de société, on va dire. Je ne peux pas croire que ça n'interfère pas avec le chiffre d'affaires global du jeu de société des boutiques. Là, si on parle en boutique, on va dire monde, un millier à peu près de sorties annuelles. Il faut voir qu'il y a aussi 1 millier de sorties sur Kickstarter. Donc juste sur la plateforme Kickstarter. Je ne parle même pas de Ulule, KissKissBankBank, etc. Donc clairement, il y a une concurrence aujourd'hui et moi je me voile pas la face. Ouais. Je sais très bien que d'une certaine façon, le chiffre d'affaires qui va chez Conan ne va pas dans les boutiques. Sincèrement, je suis pas. C'est pas un truc qui m'amuse. Mais en tout cas, je me voile pas la face. Je le reconnais complètement. Après, il y aura peut-être des tirages ou des choses qui iront dans les boutiques. On a vu des gros Kickstarter comme Zombicide qui sont passés comme ça et maintenant on les trouve en boutique quand même. Mais c'est le seul. Alors nous, non mais il faut le dire aussi, il faut être honnête jusqu'au bout. Moi, Asmodée nous a pris beaucoup de boîtes pour les boutiques. Après, honnêtement, je comprendrais tout à fait que les boutiques n'aient pas envie de commander le jeu ou ne le recommandent pas parce que, bien sûr, quelque part, on a un peu pris le pain de la bouche des boutiques. Et à part, on parle souvent justement, ça sert un peu de miroir Alouette Zombicide, mais hors Zombicide, il n'y a aucun jeu Kickstarter ne se vend bien en boutique. Les chiffres sont même effarants. J'ai des chiffres sur certains jeux qui ont très bien marché sur Kickstarter, genre Realms and Bones.
Realms and Bones, c'est un truc qui a fait 700, 800 000 sur Kickstarter. Les ventes FR de Realms and Bones au premier trimestre, c'était 72 boîtes. C'est pire, c'est même pas anecdotique en fait. En même temps, mais moi j'ai entendu plusieurs boutiques me dire que les geeks, de toute façon, les geeks du jeu, les boutiques les ont perdus depuis longtemps. Alors ça c'est ce que je voulais dire. Et que peut-être que tu vois, c'est les geeks qui vont mettre 200 € dans Conan, de toute façon. Ces 200 €, Oui. tu les aurais pas récupérés Alors, parce que ils viennent plus. Je sais pas. Hein. Ouais, Je sais pas pour ta boutique, hein, mais c'est vrai que j'ai entendu plusieurs boutiquiers me dire, moi les geeks, de toute façon, ça fait longtemps qu'on les a perdus parce que ils vont sur Philibert, parce que etc. Et, Alors, c'est vrai, Tom, hein, je pense comme toi que effectivement, ces jeux-là s'adressent à des gens qui sont vraiment effectivement des gens dans une niche. Tu parles de geeks, effectivement, de gens qui sont pas, comment dire, mon public effectivement habituel en boutique. Hein. Ceci dit, moi j'ai pas mal de mes clients qui ont adhéré au projet Conan, hein, donc qui sont des gens que je continue bien sûr à avoir parmi mes clients. Donc de ce point de vue-là, c'est rassurant si tu veux. Ouais, mais en même temps, voilà. des projets Conan, il y en a pas tant que ça. Je veux Voilà. dire, tu vois, du succès pareil. On parle de ça. Effectivement, on parle de Zombicide, on parle de Conan, mais en même temps, des gros succès comme ça, il y en a pas tant que ça. Non. Il y a des jeux, des jeux de figurines, il y en a plein qui se font sur le participatif. Et dans l'ensemble, c'est plutôt des geeks que t'as pas. Là, c'est vrai que sur Conan, c'est un succès tellement énorme que forcément, ça touche aussi ta clientèle. Mais c'est pas le cas pour tous les jeux. Pour aller vite voilà, dans le sens de Tom, je dirais qu'il faut bien voir que des gens qui vont mettre en moyenne, effectivement, 1 ou 2 ans à l'avance, 150 à 200 €, au final, ça représente quand même pas grand monde. Enfin, et c'est vraiment des gens qui, de toute façon, et ça, pour les boutiques en dur en tout cas, de toute façon, je pense que quasi 100% de ces gens-là étaient déjà à la recherche de la meilleure affaire possible via Internet, parce que ils sont, en fait, ce sont des gens qui sont dans la recherche, qui optimisent leurs achats, quoi, systématiquement. En fait, je me demande si c'est pas surtout à Philibert que ça fait du mal. Je pense. Si, j'en ai discuté avec eux. Je pense que le plus gros. Tu vois, Philibert vous a fait du mal. Mais je pense que des projets comme Conan font plus de mal aux clients de Philibert que à Enfin, ça, on a beaucoup discuté avec Philibert, et ça, c'était leur analyse. Leur analyse, c'est que Conan, c'était un problème pour eux, mais pas tellement pour les boutiques en dur. Parce que, sincèrement, les clients qui vont claquer 200 € 1 an et demi à l'avance, on va dire, de toute façon, ils sont déjà sur Internet, c'est-à-dire qu'ils connaissent tellement bien les jeux, ce sont des gens surrenseignés qui passent leur temps sur les sites, Il faut etc. se dire, est-ce que dans la boutique, on a des gens qui viennent encore mettre 200 € pour un jeu en fait? Non, mais de toute façon, ce qui est génial avec le financement participatif, c'est que tu vas dans la poche du mec et tu lui prends autant qu'il est prêt à te donner. Ce que peut pas faire la boutique en dur. Tu proposes des trucs, mais c'est vrai que tu peux pas aller chercher tout l'argent disponible. Non, c'est ça. Avec le participatif, tu prends vraiment tout l'argent que le mec était prêt à mettre, et même sûrement un petit peu plus que ce qu'il était prêt à mettre. Et c'est vrai que d'un point de vue commercial, ça fait un peu peur. Ouais, mais alors, non, mais on est quand même dans une même dans le participatif, on est en très forte concurrence. Il y a une très forte concurrence interne. Enfin, là, des projets, là aujourd'hui, c'est très clair. On se bat entre éditeurs Enfin, il y a trop de. Les projets montent déjà beaucoup plus vite que l'argent disponible dans la poche des pledgers. C'est clair. Donc. Même, je pense que déjà ça va être très dur. L'année prochaine, ça va être encore plus dur. L'année d'après, encore plus dur. Je pense que voilà, faut pas non plus croire que c'est d'un coup de baguette magique, on cartonne tout, quoi. Je voulais revenir sur Pierre pour lui demander s'il avait vu une corrélation entre la montée des financements participatifs et ton chiffre d'affaires. Est-ce que ça a modifié quelque chose Moi, j'en suis pas convaincu. En plus, à mon niveau, magasin indépendant, je pense pas que j'ai tellement de possibilités de vérifier quoi que ce soit. Après, je suis sur un magasin qui est encore assez jeune. J'ai 8 ans de boutique, donc l'évolution, elle est régulière. Bon, ça va dans le bon sens, mais c'est vrai que j'ai pas franchement de possibilité de vérifier ce point-là. Par contre, par rapport à Conan ou à notre projet comme celui-là, en fait, je pense que la pression, elle doit être importante quand même pour
ceux qui les montent parce que le jeu a intérêt d'être bon quand même. Quand on met 200 euros ou 150 euros. Mais je pense que la pression, en fait, elle est là pour tout le monde. Ça veut dire, la pression, elle est là pour Frédéric Henry sur Conan parce qu'il y a eu un tel engouement qu'il doit l'avoir sur les épaules par rapport à l'attente des gens et par rapport au retard. Elle est sur les gens par rapport à ce qu'ils vont recevoir, mais elle est aussi sur des gens comme Frédéric Langlois parce que même s'il n'y a pas l'engouement, là, il est en attente de fin, de finalisation du participatif. Et du coup, je pense que dès qu'on rentre dans ce cadre-là, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, on va avoir la pression, quoi. Tu C'est un l'as peu de poker. et naturellement tu te la mets la pression parce que tu as des conseils de tes pairs qui te disent sois vigilant sur tout ce qu'on te dit, réponds à tous les commentaires, sois sur tous les fronts, fais le plus de com possible. C'est vrai que quand tu es tout petit et que tu vas à Cannes, tu vas à Ludinor, tu vas à TBO, tu vas sur Trick Track, tu vas ci, tu vas ça, et que tu as encore des critiques qui te disent en communication tu te débrouilles mal, bon que ces gens-là viennent me le dire en face. Parce que moi, tout ce que je fais, je le finance avec mes arriérés, avec mes tripes, avec mon cœur. Et comme tu le dis, aujourd'hui, sur Ulule, ça n'aboutira pas. Je reviendrai. Parce que le cap est mis sur l'édition et vous aurez Cannes le combat. Il faudra m'aider ailleurs, mais nous le ferons ensemble. Mais oui, c'est une pression. Tous les jours, je me lève, je regarde. Oh, j'ai 2 boîtes aujourd'hui. Ouais, les enfants viennent. Alors papa, t'as vendu combien de boîtes aujourd'hui? Non, arrêtez, c'est bon. Mais voilà, non, mais c'est vrai, tu as envie de ça, réussir au jour le pour jour, tes c'est joueurs. Mais c'est une vérité, bien sûr. Et je rêve et je ferai tout pour que... moi, c'est pas la même configuration, mais Cannes sera en boutique, bien sûr. Enfin, voilà, tu te projettes dans cet avenir-là. Mais c'est aussi du plaisir, sinon, on le ferait pas. Alors, heureusement que ça reste du plaisir. S'il n'y avait que la pression qui était là, ça serait... Alors après, il y a aussi, je parle pas du tout pour Fred Langlois, je connais pas son jeu, je le précise parce que en préambule, mais le participatif peut aussi prolonger des histoires qui ne devraient pas avoir lieu. Mais ouais, je parle pas pour toi. non, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi ce truc de gens qui veulent absolument que leur jeu ait lieu, et je parle toujours pas pour Fred, mais où en fait les éditeurs leur ont dit non, et je sais pas si les éditeurs... Et les gens n'acceptent pas le refus. Voilà, et il y a aussi une manière, et aussi pour des éditeurs, de continuer à vivre alors qu'en fait ils sont déjà sur la fin. Il y a aussi cet aspect-là. Parce que justement, j'allais demander si au niveau du participatif, on a abordé le fait, est-ce que ça fait vraiment du mal aux boutiques ou pas, mais c'était sur les éditeurs. Est-ce que les éditeurs, ça risque quelque part de les tuer ou pas? Mais tu disais que toi, en fait, tu as des éditeurs qui sont venus et qui ont mis des billes dedans, donc c'est peut-être comme ça qu'ils vont réussir. C'est moi qui ai tout mis avec Erwan. Enfin oui, Bombix a mis des billes, mais non, juste sur le point d'avant, là c'est important. Ouais. Parce que pour les boutiques justement par rapport à KS, donc, ou le crowdfunding en général, moi j'ai accès aux chiffres, tous les chiffres d'Asmodée en fait, et je regarde, je fais très très attention, et il faut voir que depuis 10 ans, et donc Kickstarter notamment, Kickstarter a vraiment éclos fortement dans le jeu de société depuis 5 ans, avec Zombicide 1 on va dire, les boutiques, on est quand même sur une moyenne de croissance des boutiques de 4% par an. C'est quand même... c'est beaucoup. On est dans un pays où la croissance, là, on atteint difficilement 1, voire peut-être, espérons, 1,2%. Donc, globalement, je sais que c'est bizarre et c'est facile de dire ça, hein, mais si tu regardes vraiment les chiffres, aujourd'hui, les boutiques vont plutôt bien et croissent plutôt bien. Après, il y a beaucoup de disparités, hein. On a un Philibert qui croît de 20% par an. Non, mais après, c'est peut-être pas forcément... C'est juste colossal. Mais globalement, on est sur une moyenne de 4% par an. Donc, bien sûr qu'il y a une croissance de... Alors peut-être que cette croissance serait de 6%, elle serait peut-être de 7% dans le Kickstarter, elle serait peut-être de 5%, je sais pas. Mais en tout cas, elle existe. On n'est pas... Il n'y a pas du tout un recul. Et ça, il suffit de regarder autour de nous. C'est pas du tout les mêmes personnes qui aujourd'hui se rendent dans les boutiques qu'il y a 10 ans, quand les boutiques, ou 15 ans, ne vendaient que du jeu de rôle en anglais, etc. extrêmement core. Aujourd'hui, il y a une vraie casualisation de la population qui va en boutique. Et je pense que, et là tu pourras le confirmer, je pense que les meilleures ventes, c'est des ventes sur des produits à entre 20 et 30 euros. Là, tu as des gros, vraiment des putains de best-sellers, en fait, qui sont pas du tout ce que tu retrouves... faut quand même le dire aussi, sur KS ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi une sorte de peu à peu de hiatus qui est en train de se créer entre deux populations. Et je pense que, et là je rejoins un peu ce que disait Tom, les gars qui achetaient du jeu de rôle il y a 15 ans en anglais, aujourd'hui, moi ce sont mes clients. Mais ce sont de toute façon, quelque part,
ça représente juste une partie congrue aujourd'hui des tiens. D'ailleurs, c'est pas très dur. Hein. Moi, on a beaucoup de données du coup sur Kickstarter. C'est pratique aussi pour ça. La très 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 grosse majorité de mes clients, ils sont entre 30 et 50. Et quand on fouille un peu, si on commence à discuter avec ce sont tous des gars qui pratiquent ou ont pratiqué le jeu de rôle, etc., etc. Donc, c'est pas du tout un public. C'est pas du tout des familles, en fait. Et quelque part, alors que tu l'as vu, le public des boutiques aujourd'hui est de plus en plus fortement constitué aussi de familles. Je confirme effectivement ce que tu dis. Bon, à la fois par rapport au prix moyen du jeu, parmi les best-sellers, effectivement, un jeu qui tourne autour de 25-30 euros, c'est parfait. Voire moins, mais c'est vrai que 30, ça commence à faire un peu élevé. Après, par rapport à ce que tu disais aussi sur le fait qu'effectivement, peut-être tes clients sont des gens qui sont quand même les vieux briscards. Des vieux briscards, ouais. Bon, ça, je veux bien l'entendre aussi. Je pense que c'est vrai. Par rapport à Philibert, parce que on en a parlé tout à l'heure, il y a des gens aussi qui croient que Philibert c'est un éditeur. Il est tellement gros que les gens pensent que les jeux sont édités par Philibert en fait. Voilà. Donc, mais voilà, c'est pour situer aussi, me situer aussi par rapport, en tant que petite boutique indépendante par rapport à un monstre comme Philibert, quoi. Donc effectivement, nous autres boutiques indépendantes, on va pas forcément peut-être beaucoup pâtir de Kickstarter, du moins pour l'instant. C'est vrai, comme tu le dis, j'en suis pas certain non plus. Par contre, en tant que boutique, personnellement, je sais qu'effectivement mon rôle c'est de m'adresser avant tout à une clientèle familiale, et donc dans ce sens d'éveiller les gens à différents jeux. Donc si je prends le cas de Zombicide par exemple, c'est pas un jeu que je mets en avant parce qu'en fait il n'a pas besoin d'être mis en avant en fait. Effectivement, les gens qui vont venir prendre du Zombicide, c'est qu'en fait, ils avaient fait le choix de l'acheter en rentrant à la boutique. C'est qu'ils le connaissent et qu'ils viennent pas pour le découvrir, ils savent déjà qu'ils viennent pour l'acheter. Complètement. Donc ce sera le cas aussi de Conan, je suis persuadé. Donc c'est là qu'on voit qu'effectivement, les gens qui participent à ce genre de financement, en fait, c'est une démarche volontaire de leur part et on la retrouverait en boutique si le jeu était présenté. Mais voilà, c'est pas forcément ces jeux-là qui seraient mis en avant. C'est pour ça aussi que je pense pas que ça puisse concerner les jeux familiaux, parce que c'est pas un modèle qui marche avec les jeux familiaux. Donc c'est là-dessus vous êtes quand même protégé. C'est que tu peux pas proposer un jeu familial en Kickstarter que tu auras dans 2 ans, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Donc, alors, en plus, c'est vrai qu'il y a un moment où, par exemple, Trick Track annonçait la révolution du crowdfunding, ça allait modifier radicalement le monde ludique. C'est quand même très partiellement faux, quand même, parce que ça modifie effectivement l'univers des jeux à figurines et des grosses boîtes, mais pour le reste, ça change pas grand-chose. Alors, je pense que si on regarde des boutiques justement extrêmement dont le cœur de clientèle est très core, comme Ludic Bazaar, pour moi, oui, clairement, Kickstarter a fait du mal à Ludic Bazaar, parce que Ludic Bazaar, c'est exactement le genre de clientèle qu'ils vivent, mais à côté, sans détour, donc les mêmes personnes vivent très bien du crowdfunding. Kickstarter, oui. Voilà, il y a quand même des équilibres. Mais globalement, voilà, l'inquiétude, pour moi, elle est plus pour des boutiques qui ont déjà en cible des très gros joueurs. Et notamment, oui, pour Philibert, c'est une inquiétude. Donc là, ils ont réussi à contrer l'inquiétude en faisant d'une faiblesse une force. Ils deviennent distributeurs. Avec 20% d'augmentation par an, ça va. Oui, c'est une inquiétude mesurée quand même. Hein. C'est une inquiétude qui fait pas trop peur. Quoi ? Je rebondis sur ce que tu disais, ça me fait... je sais pas si tu peux te couper ou pas. Dis-moi. Une question intéressante, justement. Est-ce que les boutiques, complètement candide, ne pourraient pas s'investir dans le participatif pour être acteur aussi, je sais pas, je demande. C'est compliqué, je pense, parce que en fait, c'est pas magique, encore une fois, les flux sont détournés. C'est le participatif, si on réussit par exemple à obtenir de l'argent ou à le vendre, à vendre des produits pas trop chers,
voilà, encore une fois, il ne faut pas mentir aux gens. C'est parce que on détourne des flux, on fait de la désintermédiation, et donc l'argent ne va pas aux intermédiaires. Et en gros, il y a un partage de cet argent entre l'éditeur crowdfunder et son public. Donc, à chaque fois, il y a pas mal de tentatives, de modèles, de faire quelque chose gagnant-gagnant. Mais si tu fais un truc gagnant-gagnant avec les boutiques, c'est-à-dire que en fait, le mec que t'encules, c'est le distributeur. Parce que c'est-à-dire que le distributeur, là, tu vas le chointer totalement. Donc, en fait, dans le triptyque éditeur, enfin distributeur, boutique, éditeur, de toute façon, le crowdfunding lèse l'une des trois parties, systématiquement. Surtout ou les boutiques ou les distributeurs. Aujourd'hui, ça lèse les boutiques et les distributeurs. Mais dans les modèles tels que je vois très bien Benoît aussi, ou des gens comme ça ont des modèles comme ça en tête. Mais en fait, donc, se rabibocher avec les boutiques, d'accord. Mais en fait, il s'agit juste de repasser une partie des flux vers les boutiques, mais c'est des flux que tu reprends au distributeur. Mais jamais tu ne crées rien en fait. On est toujours dans un jeu à somme nulle de toute façon. Oui, il faut la somme est là. Voilà, il n'y a elle pas de peut miracle. pas- Il n'y a ouais, pas de miracle. On ne pourra jamais être tous copains en fait. Parce que, non mais je veux dire, Il y aura toujours Voilà. quelqu'un qui aura un petit peu qui moins de perd. gâteau Toujours que quelqu'un les y perd, autres. voilà. Et pour revenir sur le financement participatif pur, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés qui vous ont limité? Est-ce que vous aviez peut-être plus d'envie, un truc où vous dites on va faire ça, et finalement non, parce que vous passez par le participatif, vous vous trouvez à devoir voir un peu moindre au niveau des désirs? Personnellement, sur Ulule, on m'a conseillé, par rapport au palier, je voulais mettre véritablement ce dont j'avais besoin. Ils ont descendu le palier, ils voulaient même que je descende encore. Mais après, tu as du mal à faire comprendre que si tu mets 250 boîtes et que tu as réellement besoin de 500, tu vois, et là aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va me prendre en défaut. Moi, j'aurais bien aimé, et je l'ai écrit, mais on ne lira peut-être pas tout. Il faut véritablement 500 boîtes pré-vendues pour lancer l'ensemble et assumer tout, illustration, graphisme et autres, et pouvoir solliciter un distributeur pour prendre le relais. Donc oui, on te limite. Après, te limiter toi, moi c'est un choix que j'ai fait parce que voilà, tout seul. On peut pas. Après, je sais pas pour. Nous là c'est le contraire. Enfin, le participatif ça nous a permis justement de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Encore une fois, quand je vois la boîte qu'on va vendre en boutique, donc elle va être vendue entre 90 et sur une base de 100 €, prix public. Il faut bien voir que nous, quand on les, en fait, avec Asmodée, c'est bizarre le partenariat qu'on a. Nous, on ne gagne que 4 €. Tu vois, c'est 4% du chiffre d'affaires global, 8% en gros du chiffre d'affaires d'Asmodée. C'est rien. Tu vois, donc le jeu, de toute façon, et là, c'est pas pour enjoliver les choses, mais sans Kickstarter, le jeu n'existait pas. Parce qu'on a une structure de coût qui fait que le jeu, en fait, ne peut pas vraiment exister en boutique. Enfin, là, c'est vraiment 4%, 4 € sur une boîte à 100 €. On peut même pas taper en dessous. Enfin, ça devient ridicule. Donc le Kickstarter offre l'opportunité à des boîtes de voir le jour, à des jeux de voir le jour qui, sans Des monstres. Enfin, c'est sans des ce jeux monstrueux. système-là, tu les fais pas. On Nous, les verrait c'est simple. C'est pas dur. En pré-prod, on a rassemblé 250 000 €. On a 1,2 million de prod. On peut pas. C'est juste impossible. Enfin, on peut pas. Il aurait fallu sortir quasiment 1,5 million. Et derrière, avec 1,5 million, on ne faisait que 20 000 boîtes. Donc les boîtes nous coûtaient plus cher et on faisait. Même en sortant 1,5 million, on perdait de l'argent. C'était juste. Non, vraiment, c'était. Sincèrement, c'était impossible. C'est la quadrature du cercle. Il n'y a pas de. Et la seule façon. Mais c'est moche à dire, je suis désolé, mais oui, ça a été sur 20 000 boîtes de chointer les boutiques et le distributeur. Alors après, donc là c'était les risques limitants, mais est-ce que si on échoue sur son projet, est-ce qu'il y a des risques personnels là, à ce niveau-là, après? La déception, dans un premier temps. Enfin, moi, je suis un homme qui tire des leçons. Ce ne sera pas un échec, ce sera une leçon. Ce sera une première étape. Et en bon capitaine de mon vaisseau, tous les gens que j'ai derrière, illustrateurs, graphistes, coachs comme mon frère ou des amis et autres, seront toujours derrière moi et me pousseront à. Parce que ce que je le fais pas pour moi et pour les 5 ou 6% que je toucherai en tant qu'auteur. Je le fais pour mes joueurs.
C'est tout. Moi, c'est vraiment, faut pas chercher autre chose. Et les gens qui grattent sur les forums, désolé, là je le fais avec un peu moins de sourire, sur Trick Track pour essayer de comprendre par A plus B pourquoi il fait comme ci, comme ça et tout. Non, vous vous trompez. Je suis un homme entier, je le fais pour vous donner le jeu. Il n'y a rien de plus. Tu parlais d'un jeu, mon premier jeu qui sort mi-mai me coûte un bras à faire. Parce que j'ai privilégié la qualité, la fabrication. J'ai 94 pièces en bois dans une boîte. Personne n'en a voulu parce qu'il y avait trop de pièces en bois. Mais moi, je voulais le jeu tel que je l'avais dans les yeux. Et ça s'explique pas. Les gens le jouaient comme ça, le voulaient comme ça. Je prends des risques encore pour mes joueurs. Mais maintenant, tu dis, le risque, c'est ça. C'est oui, tu as quand même une petite déception, mais il faut savoir rebondir. Hein. Le match s'arrête quand la cloche sonne, pas avant. Hein. Donc... En même temps, c'est quand même moins risqué que de se dire je m'en fous, je le fais, j'investis tout ce que sors les j'ai, 500. je sors les 500 boîtes de mon fric et elle reste dans mon garage pendant 20 ans, si tu veux. Ah oui, là-dessus, j'ai suivi l'exemple de Philippe Despalières qui m'avait dit il vaut mieux faire 800 boîtes, les vendre, retirer. Hein, son premier jeu, il l'a dit quand même, j'en ai toujours dans mon héménagement que je trimballe. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Et c'est vrai que j'ai fait 1000 boîtes pour mon premier jeu. Ça me coûte très cher. Mais j'espère quand même arriver à vendre et à faire 2000 et ainsi de suite. Mais ouais, enfin voilà, j'ai tout mis aussi. Donc, On peut imaginer que les gens qui font des gros tirages dès le départ de jeux comme ça, c'est peut-être les mêmes qui font un Kickstarter parce qu'on leur a dit non et que ça veut dire que peut-être le jeu était peut-être pas fini à la base ou méritait pas. Sinon, ils auraient trouvé quelqu'un pour les aider peut-être. Est-ce que au niveau du participatif, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est donc extrêmement chronophage parce qu'il faut suivre, parce qu'il faut répondre, il y a plein de choses. Vous êtes auteur aussi de jeux que vous avez défendus physiquement, en venant sur les salons comme ici, en vous déplaçant. Bah là, je sais que pour les inventeurs, Frédéric Henry, tu continues à te déplacer un petit peu partout parce qu'il y a le concours avec les assos et que tu y vas. Donc ça, c'est du temps physique, du temps de route. Qu'est-ce qui est le plus chronophage, on va dire, en termes de... pas forcément sur la durée, parce que Conan, ça dure depuis quelques années, mais en fait, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ? Est-ce que c'est gérer un participatif ou gérer un jeu en sortie physique ? Alors, moi, c'est le participatif, clairement. Enfin, là, les inventeurs, pourtant, c'est beaucoup. Hein. Tous les week-ends, je suis sur un salon. Cette année, je vais faire 70 000 bornes, tu vois. Alors qu'une année normale, j'en fais que 60 000. Ce qui est pas mal quand même, en fait. Mais je suis un très très gros rouleur en voiture. Ouais, c'est drôle. Comprennent qui peuvent. Mais à côté de Conan, c'est franchement tous les jours. Par exemple, je suis chez Space Cowboy, je fais des protos moi-même. D'ailleurs, c'est très con parce que j'aurais pu faire appel. Enfin, j'ai pas très bien réfléchi à ça, mais je fais tous les jours des protos moi-même. Je commence à 5h, je finis jamais avant 3h du mat parce que je tape comme un fou et j'ai pas le droit de taper parce que je fais chier tout le monde quand je tape et tout. Donc c'est terriblement. Et le week-end, je pars ensuite donc ou distribuer les protos, ou les envoyer ou les faire essayer en tout cas. Mais c'est quand même moins fatigant que Conan, sincèrement. C'est plus cool, quoi. C'est plus sympa en fait. Donc je préfère. Peut-être directement le rapport avec le public aussi, avec les gens. C'est plus. Je sais pas, l'enjeu est moins gros, c'est plus sympa. Enfin, voilà, c'est moins prise de tête, c'est moins stressant. Alors, c'est beaucoup de temps. Je m'y suis très très mal pris pour les inventeurs. C'est vraiment, c'est complètement idiot en fait. J'aurais pu faire pour beaucoup moins cher en fait, demander même travailler avec un CAT ou des choses comme ça et faire en série du proto. Et j'ai mal réfléchi en fait. J'avais sous-estimé le temps qu'il fallait. Du coup, c'est vraiment très chronophage. Mais c'est différent encore. C'est peut-être autant chronophage, mais sur une période qui sera beaucoup plus courte. Et sur des enjeux beaucoup moins importants. Donc voilà. Et sur la gestion, au niveau des échanges qu'on peut avoir avec ses clients, en fait, sur le participatif, est-ce que c'est juste, on donne des infos sur le net, on dit voilà, ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a un système de fac, on répond aux questions des internautes, ou est-ce que carrément on peut être à l'écoute avec des gens, on vous propose, je sais pas moi, une armée avec des loups, bien je vais vous mettre des pions bleus, et puis on dit ah bah non, les gens ils peuvent dire non, nous on préférerait des pions jaunes. Est-ce qu'il peut y avoir un échange comme ça ? Ah oui, j'ai vu, actuellement, il y a Morning Player, par exemple, qui questionne les gens sur leur futur meeple ou autre. Moi, je sais que oui, je suis très, très à l'écoute de... T'es très à l'écoute de
je sais pas ce qui se passe. Oui, je suis très, très au fait des questions. Alors si ça marche pas comme ça, et comment tu feras? Pourquoi t'as pas mis tel bonhomme? Pourquoi si? Oui, je réponds à toutes les questions, toujours avec beaucoup de diplomatie et mon grand sourire. J'essaye d'être tout le temps là. Après, tu as des gens avec diplomatie, il faut leur dire vous faites fausse route. J'ai eu une attaque à un moment, mais au boulet rouge. Et j'ai dit à la dame, c'était une dame, je me permets simplement de clôturer la discussion en vous demandant une chose. Avez-vous joué à mon jeu? Non. Elle m'a répondu non. Elle a même fini par s'excuser parce qu'elle allait trop loin. On est aussi quand même des créateurs. On sait pourquoi on propose et ce qu'on propose. Mais oui, il faut se donner les moyens. Et c'est ce que disait Frédéric Henry. Ça prend énormément de temps de répondre à tout le monde, d'aller sur tous les posts, de tout le... Faut pas louper la bonne question ou la remarque constructive qui peut te servir aussi. Par contre, les gens qui te disent c'est super, c'est nul, bah ça c'est dogmatique, ça sert à rien, arrêtez. Il faut nous aider, comme l'a dit Monsieur Fall à Trick Track. Tous ceux qui me tiraient dessus à un moment, il leur a dit arrêtez, ça sert à rien. Frédéric a besoin d'autre chose que de lui dire 34 € c'est trop cher, ou tu te plantes, ou t'as pas vendu de t-shirt avec. C'est nul, aidez-le. Alors il y a beaucoup de propositions, mais je pense que et là je te rejoins complètement sur le. Quand tu présentes un truc, c'est que ton truc il est déjà fini. Alors moi je déteste. Enfin c'est pas un. On fait pas de la cuisine quoi. C'est pas au choix. C'est pas des ingrédients au choix. C'est pas. Voilà. On fait pas son marché en venant. Non, moi ça j'aime pas du tout le côté. Dans l'ensemble, c'est assez hypocrite en plus. Parce que c'est une manière de buzzer. Moi, je pense qu'il faut c'est pas juste pour demander faire du buzz. Faut C'est pas juste pour faire demander. du buzz, Ça, en c'est fait. pas. Enfin, je pense qu'il faut pas demander aux gens ce que tu veux dans ton jeu. C'est pas. C'est pas bien. Parce C'est ton que- jeu, il est ouais. prêt. Ils le prennent tel quel. Il est. Ça Parce plaît que ou ça au plaît mieux- pas, mais tu. Ouais. Vas-y. Ouais, au mieux, c'est juste pour faire du buzz. Et au pire, c'est de l'incompétence. Enfin, je veux dire, si tu sais pas ce que tu veux faire de ton jeu, enfin, je veux dire, c'est pas de ta part, effectivement. je suis Alors d'accord. 100% d'accord. C'est. Faut pas laisser le choix. C'est pas vrai. Ça c'est. Il faut en que. gros, C'est ton bébé de A à Z en fait. C'est toi qui choisis. Là, on est dans le débat. Est-ce que le jeu c'est un produit culturel ou pas? Qu'on me dise pas. Dans ce cas, là, non. On est chez Flunch. C'est qu'est-ce que tu mets avec la purée? Non. Moi, ton jeu, il est comme ça. Alors moi, j'assume complètement le côté. C'est de la précommande, mais faut aller au bout des choses. Voilà ce que je te propose. Mais pas. C'est pas. Tiens, qui veut voter? Qui vote pour les jaunes? Bon bah, il y a une majorité de jaunes. On a du jaune. Ça va pas. C'est pas. C'est aussi des choix éditoriaux. Enfin, t'es même plus. Dans ce cas, si tu demandes aux joueurs de faire le jeu à ta place et aussi de l'éditer à ta place, ça devient n'importe quoi. Là, tu demandes de l'argent. Si en plus. C'est bon ça, ouais. Mais non, mais Tu c'est leur vrai. demandes les sous, tu dis écrivez-moi les règles. À quoi vous voulez jouer? Après, c'est plus ton jeu. Donnez-moi. Il y a juste une chose, ouais, pour les règles. Moi, personnellement, j'ai bien mis encore livret provisoire parce que avec la dyslexie et toutes mes conneries, il y a encore des coquilles et tout ça. Et puis parce que grâce à des auteurs comme Simon, que je salue, et Mathieu, ils ont vu un truc dans mon jeu que j'avais pas vu. Et je l'ai fait jouer à Ludinor que comme ça. Ça a aéré le jeu, on en parlait. Mais c'est à la limite, je l'avais déjà. Ils ont Ouais, simplement puis dépoussiéré. t'as pas demandé un vote public. Et de non. Qu'est-ce qu'on fait? Et non, parce ça, que- en fait, c'est du populisme. Ça Bah devient- voilà, ça- bah ça- oui, non, mais t'es auteur ou tu l'es pas. Voilà, On respecte exactement. ça aussi. T'as un parcours créatif ou pas. 25 ans que je fais de l'animation, je suis capable de mener ma barque. Sinon, je me lancerai pas dans l'édition aussi. Enfin, il y a des gens qui te donnent des leçons et ça se trouve, c'est peut-être même des petits gamins de 18 ans. Hein, on sait pas trop. Bah, faut arrêter. Un peu de respect quand même pour ce que nous sommes. Oui. Alors. Non, mais il faut qu'il y ait des choix éditoriaux, quoi. C'est important. Non, mais Sinon, c'est ça, puis Sinon, comme tu c'est disais, plus, c'est n'importe quoi. Si Enfin, c'est ton jeu, il est pensé, s'il est présenté, proposé, c'est que toi tu sais ce que tu vois. Et donc il n'y a plus besoin de dire est-ce que vous préférez autre chose. Non, Moi, mais j'ai- surtout, effectivement, dans l'ensemble, en fait, c'est pas du tout pour demander l'avis des gens, c'est juste pour faire parler du oui, jeu. exactement. Ouais. Moi, j'aurais une question quand même à poser du coup, parce que quand on rencontre le succès comme ça sur une expérience de crowdfunding et que ça dépasse ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on n'est pas tenté justement de rajouter des choses un peu futiles et du coup on demande d'avis justement carrément aux clients, aux clients potentiels, ce qu'il aimerait bien quoi. Parce que Alors là, nous, mais nous, on l'a pas fait. On prépare en amont les trucs. Et surtout, faut pas. Je suis désolé, c'est pas bien ce que je veux dire pour les gens qui écoutent, mais non, je veux pas demander. Faut pas demander. C'est, tu proposes un truc. Ça, c'est. Non, mais moi, franchement, j'ai rien contre les concessions. Mais c'est pas. Si je commence à demander, c'est plus. Enfin, moi, ok, ça a marché, mais ça reste un jeu. Je veux dire, c'est des choix qui ont été faits. C'est aussi de la passion. Je voulais, pourquoi Conan, tout le monde m'avait dit non, c'est merdique, c'est vieux, ça intéresse plus personne, nanana. Bah ouais, il y avait eu 3 jeux Conan, ça avait toujours été des gros fours. Le dernier, c'est le jeu de cartes, je sais pas si tu l'as eu, mais voilà, en tout cas, je suis sûr que tu l'as pas vendu. C'est, le jeu Nexus, pareil. Enfin,
Et donc tout le monde disait ah non, pas Conan et tout, Philibert les premiers, maintenant on en rigole, mais c'est grâce à Philibert que Conan est parti de chez Space Cowboy, parce qu'ils ont réussi à convaincre Space Cowboy de pas le faire. C'était marrant. Du coup, Space Cowboy on s'est arrangé, puis voilà, salut. On est très potes, je continue. Le Conan il a été développé dans leurs locaux, mais voilà. Philibert leur a dit non, c'est nul, c'est mort, c'est mort d'avance quoi. Plongez pas dedans. Et je trouve qu'on a trop tendance, même dans le milieu classique, trop tendance à demander, en gros. Mais après, justement, faut pas. Tu vois, quand Fred, là, c'est pour ça que j'aime bien le truc, c'est quand il dit voilà, tel jeu, il était beaucoup trop cher à produire, donc les éditeurs n'en voulaient pas, mais moi je le vois comme ça, bah ça c'est bien. Parce que tu ton vas au jeu, bout de tu ton veux qu'il soit idée. comme ça, il est comme ça, et puis basta. Et après, ça marchera pas, mais au moins, tu n'auras pas de regrets. Mais c'est aussi parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on fait peut-être un petit peu beaucoup de concessions à plein de gens qui sont habitués à ça et qui en recherchent tout le temps. C'est un exemple tout con, mais quand tu vas au cinéma, si les films te plaisent pas, tu rentres chez toi. Une semaine avant le lancement, je me rappelle sur un truc qui s'appelle Waka Waka des figurinistes et qui commençait à me dire ouais tiens ça, est-ce que vous avez fait ça, est-ce que vous avez fait ça. Je fais non, c'est pas ça. Il disait, parce que chacun veut son truc. Ouais. Et je m'étais embrouillé avec le mec finalement. Je lui ai dit écoute, c'est bien sûr. Je lui ai dit ouais, moi, je fais pas la pute. Je fais pas. Ça marchera pas. Mais en tout cas, voilà, je fais pas la pute et ça m'intéresse pas. Moi, je fais pas la quête de ton argent. Le jeu il sera comme ça, les figurines, parce que le gars voulait des figurines en résine, moi je veux pas faire des résines parce que c'est chiant en termes de... C'est super beau la résine c'est vrai, mais ça casse et donc voilà, tu reçois plein de services après-vente, ton moule, toutes les 50 tirages faut le refaire, etc. Donc ça prend des plombs, etc. Enfin c'est vraiment la merde. Et le mec disait non mais pour les figurines c'est important, etc. Donc il faut qu'il y ait des résines, s'il n'y a pas de résine je pledge pas. Et voilà, et la réponse c'est justement, faut pas être dans une démarche où... je suis désolé encore de dire ça, mais oui, ça a marché, mais on essaye de pas trop se vendre dans le sens. Voilà, on n'est pas une prostituée du jeu. Donc non, on ne. Tu fais pas du cas par cas. Exactement. Tu dis oui, on va faire de la résine. Surtout, c'est pas. Tu décides de ce qu'est le jeu. Oui, non, il faut que le jeu, ce soit quand même ton jeu, qui est ta marque, voilà, c'est ta vision. Moi, c'était ma vision de ce que devait être Conan. Un gros problème avec les Space Cowboys, c'était sur le look. Parce que Space Cowboy, suite à la discussion avec Philibert, disait ah Conan, mais quand même c'est vieillot, il faut vraiment qu'on dépoussière tout ça, c'est pas possible. Et on avait fait dessiner une affiche, on avait fait dessiner une pure affiche avec très très moderne, qui faisait très affiche de ciné et tout. Et je me souviens, et tous les décors, la taverne, non jamais, c'était hors de question qu'il y ait une taverne dans le jeu. Hors de question qu'il y ait un bateau de pirates dans le jeu. Tout ça c'est vieux. Bah non, moi c'est ça que je veux. Moi je veux que ça sente la poussière, je veux que ça soit crade, je veux que ça sente la... Et donc voilà. Et au final, par contre là où je suis content, c'est que finalement c'est ce que les gens attendaient. C'est un truc, avec un côté old school assumé. Bah, puis vu l'engouement, a priori c'était plutôt le bon parti pris, je pense. Mais globalement, Attendu, ouais. mais tu vois, à trop demander, en plus quand tu demandes, dès que tu demandes, t'as 200 avis différents. Ah non mais c'est ça, mais au pas à pas, comme et... je te disais, le mec il dit je veux de la résine, tu dis oui, puis celui d'à côté va dire ah non moi je préfère du plâtre, ah merde, bon bah oui d'accord. En même temps c'est aussi le travers de s'être éloigné à ce point-là du participatif, tu vois, de base, sur le principe de don quoi. C'est que du coup on est tellement pas dans l'altruisme qu'on est dans l'inverse, c'est-à-dire que on est vraiment dans l'inverse où les gens se sentent vraiment clients, ils ont envie d'être impliqués. Ce qui est une erreur. Ouais, mais regarde, même dans l'expérience de Fred, où là, t'es dans le participatif pur jus, les gars que t'as eu sur Internet se comportaient en client. C'est pas pur jus parce que c'est de la précommande. Je veux dire, t'es pas dans le don, quoi. Je veux dire, non, mais participatif dans le sens... Oui, d'accord. Dans le sens précommande comme tu l'entendais au dans départ. le sens, tu vois, parce que je je pense à un truc, là, il y a pas longtemps, j'ai pledgé sur un truc d'Accessi Jeux. C'est Accessi Jeux, c'est une asso qui fait qui adapte les jeux pour les malvoyants et qui ont fait un je me souviens plus, c'était un Ulule je crois, je me souviens plus c'était quelle plateforme, mais qui ont fait un Ulule pour qu'ils puissent se payer une imprimante 3D pour faire des pièces adaptées pour les jeux. Ça a foiré. Non, ça marche. Ah bon. Non, ça a marché et là pour le coup c'était un don. Voilà, donc je trouve ça aussi intéressant. En même temps, ça a été assez. Alors je me souviens de l'histoire de Nautilude par exemple. Tu vois, où en gros, si tu n'offres pas réellement des contreparties, les gens viennent pas parce que sur Kickstarter, malgré tout, les gens se comportent en consommateurs. On peut retourner les choses dans tous les sens. Les gens qui se comportent, qui font du pledge altruiste, c'est infinitésimal. Les gens veulent quelque chose, si t'as rien en face.
C'est, enfin voilà, Nautilus, ça a été une expérience pour toi, justement. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et moi, c'était créer une ludothèque sur la mer. Et c'est vrai qu'il y a eu des étiquettes écologiques et tout aberrantes. Les gens comprenaient pas ce que je faisais là. Des gens comme Frédéric m'ont dit, Henri m'ont dit, mais fonce, c'est une super idée et tout. Et je sais que là où tu veux aller, parce qu'on avait parlé, la création de la maison d'édition et tout, j'avais déjà un cap bien décidé. Et ça a complètement foiré sur My Major Company. Mais par contre, la région Bretagne avait clairement vu mes perspectives. Et c'est la région Bretagne qui m'a donné... Qui est revenu et qui a participé. De quoi faire mes premiers protos, engager mes premiers illustrateurs et autres, faire mon jeu pour la SNSM et donner de l'argent aux sauveteurs grâce à un jeu que j'ai fait comme Frédéric Henry avec Nitnin, sans boîte, tout seul et tout. Il y a des gens qui ont compris. Puis il y en a d'autres qui ne comprenaient pas. Tant pis. Ah, tu peux pas expliquer à tout le monde non plus. Il y a des gens qui comprendront jamais non plus la totalité des choses. Donc je pense que on a un petit peu quand même pas mal dégrossi les histoires, pas mal fait le tour. Un petit topo rapide ou pas, vous direz. Toi, Fred Henry, au niveau de ton Fred Langlois, au niveau de ton participatif, t'en es où? Donc sur Ulule, à mon départ avant-hier, j'étais à 112 boîtes sur les 350 espérés pour lancer la production. Je sais pas où ça en est. On me fait signe en régie que ça a monté un petit peu. On est un peu plus, parfait. Voilà. Merci aux contributeurs. Voilà, il faut vraiment aller au max parce que moi je veux payer mon illustrateur graphiste qui est très généreux. Aurélien Lévesque, il est exceptionnel, il bosse bien, mais je lui dois beaucoup. Et il va falloir quand même, faut arrêter d'être généreux. Le bon à tirer, ça coûte cher. Enfin, tout ça, il va falloir des fonds pour le faire. Ouais. Et toi, Fred Henry, du coup, maintenant qu'on sait que tout est en place et on a compris les déboires et tout ce qui a fait que ça a traîné, est-ce que tu penses pouvoir dire à peu près, donner une estimation ou pas du tout? Si ça t'emmerde, après on coupe. Non, une estimation exactement sur quoi exactement? Je sais pas sur les gens qui attendent. Est-ce que comme il y a un retard d'un an, est-ce que moi alors là c'est une certitude. Il y a son yacht qui attend dans l'Anse là. En fait, non, mais je te dis, je sais pas. Et là ils sont quoi, tu vas aux Bahamas là, c'est ça? Non, pas du tout. Non, je prends jamais de vacances. Ah, Panama? Alors, tu vas à Panama? Non. Non, la sortie, tu veux dire quand ça sort? Ouais. Non mais je vais le dire, et c'est vrai. Non, je compte dans ma tête. Je vais vous parler franchement, je ne vais pas tarder à vous parler franchement. Oh merde, il est mort. Non, parce qu'on a dit... Non, sincèrement, sûr, novembre, septembre, octobre, sûr, octobre. Ouais. Il a croisé de l'année. Il est en train de croiser les doigts. Non, je compte les semaines de bateau en fait. Tu veux dire reçu en France ou dans les boîtes aux lettres des Non, alors dans les boîtes aux lettres, novembre. Chez Philibert, chez Philibert, octobre. Dans les boîtes aux lettres, novembre. Maximum, vraiment maximum. C'est sûr. D'accord. Mais quelle année? 2016. Donc, on peut toujours pledger pour le jeu de Fred Langlois, Nautilus. Et est-ce qu'on peut encore... Cannes, pardon. Excuse-moi, Cannes. Désolé. On peut encore acquérir des boîtes de Conan? Non, on peut... C'est terminé. Non. Merci beaucoup à vous de vous être prêtés au jeu des questions.